Bonjour, je suis Philippe Fulsac et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la force de Coriolis. L'idée de cette vidéo m'est venue après une discussion avec mon ami Philippe Meyer. Philippe, c'est un expert en mécanique et lors de notre conversation hier, il m'a parlé d'un débitmètre pour mesurer le débit des fluides sans les toucher, comme il dit, à l'aide de la force de Coriolis. Il m'a simplement posé une devinette, il m'a dit essaie de deviner comment les débitmètres fonctionnent, et je n'ai pas pu trouver la solution. Et il m'a donc parlé de ces débitmètres très particuliers, mais très efficaces, qui fonctionnent à partir, et très précis, qui fonctionnent à partir de la force de Coriolis. Ça a vraiment piqué mon intérêt. J'ai trouvé la question extrêmement intéressante. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler donc de cette force. Nous allons essayer de voir de quoi il s'agit exactement. Découverte par ce polytechnicien français. Je crois qu'il a publié ses travaux en 1838, il me semble. Donc voilà un portrait de Coriolis, polytechnicien, ingénieur, physicien français du début du 19e siècle. Alors, en réfléchissant un petit peu à la force de Coriolis, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter ou me raconter, et j'ai pensé au sujet suivant. D'abord, il y a tout l'aspect de la découverte de l'effet Coriolis. Comment en est-on arrivé à découvrir cet effet? Et alors là, les noms qui s'imposent sont ceux de Galilée, ceux de Newton et de Hooke, Robert Hooke, un physicien anglais, évidemment ceux de d'Alembert, et ensuite Laplace et Gauss, et enfin Coriolis. Depuis, on utilise évidemment non seulement les équations trouvées par Coriolis, mais aussi l'idée de l'effet de la force de Coriolis, on l'utilise systématiquement en technologie. Alors, pas seulement en technologie d'ailleurs. Et le deuxième chapitre que je voulais évoquer, c'était celui des applications naturelles, c'est-à-dire aux sciences naturelles, de la force de Coriolis. Alors là, on peut surtout penser à la météorologie et à l'océanographie, c'est-à-dire à l'impact de la force de Coriolis sur la circulation des fluides autour du globe, à grande échelle. Mais en fait, on peut aussi penser à quelque chose de plus fondamental d'une certaine manière, qui est le phénomène de chute des corps, c'est-à-dire la gravitation. Donc je vais en fait inverser l'ordre de ces applications et je vais vous parler de la chute des corps en premier. Ensuite, évidemment, on peut se poser la question, est-ce qu'en technologie, on utilise l'effet Coriolis et dans quelle application technologique? Alors, les, mmh, les choses qu'on peut trouver, je ne dis pas que ce soit, je ne prétends pas que ce soit exhaustif du tout, mais on peut penser au débitmètre et densitomètre d'abord, donc pour mesurer les densités et débits des fluides. On peut penser aux applications pour regarder les effets gyroscopiques peut-être même dans les appareils très miniaturisés comme les MEMS. On peut penser aussi à l'utilisation de la force de Coriolis, par exemple dans les lanceurs spatiaux, et aussi à l'artillerie, aux corrections balistiques. Et je vous raconterai une petite histoire à ce sujet, au sujet des corrections balistiques et de l'impact de la force de Coriolis. Enfin, on peut aussi réfléchir aux approximations et ambiguïtés que l'on entend couramment à propos de la force de Coriolis. Voilà. Donc, j'ai des documents un petit peu dans tous les sens, mais j'espère que j'arriverai quand même à vous présenter ce sujet fort intéressant. Alors, d'abord, je vais commencer peut-être par vous dire la chose suivante, qui est tout simplement que la force de Coriolis, donc je vais commencer par la fin, si vous voulez.
La force de Coriolis, c'est une force fictive, ce n'est pas une force réelle, mais c'est une force fictive ou apparente qui agit sur un corps en mouvement. Et cette force fictive, on en voit les effets quand on est dans un système de référence en rotation comme la Terre. Alors en rotation par rapport à un système, on va dire, dit galiléen ou un système inertiel. Rappelons que dans un système inertiel, hein, si vous observez le mouvement d'un corps dans un système inertiel et que sur ce corps ne s'exerce aucune force, d'après la première loi d'Isaac Newton, le mouvement de ce corps, donc soumis à aucune force, il est tout simplement c'est un mouvement éternel en ligne droite, tout simplement. Et donc ça, c'est une conséquence particulière de la première loi de Newton. Donc la Terre n'est pas un repère inertiel, n'est pas un repère galiléen. En première approximation, on va dire qu'un repère centré sur le Soleil et dont les axes pointent vers des étoiles fixes serait un repère galiléen. Et donc, par rapport à un tel repère galiléen, évidemment, la Terre tourne. Elle tourne à la fois autour du Soleil et elle tourne sur elle-même. On peut aussi considérer... donc, quand je dis système de référence lié à la Terre, ça voudrait dire que je prends 3 points sur Terre, par exemple 3 villes sur Terre, hein, et le centre de la Terre, et ben, ce repère, il tourne. Il tourne dans l'espace par rapport à un repère galiléen, à cause de la rotation terrestre de la Terre autour d'elle-même, autour de l'axe des pôles, de ses propres pôles. Et donc, à cause de cela, euh, même si on prend même si on prend un système physique sur lequel ne s'exerce aucune force, ce système, par rapport à ce repère, ne va pas sembler se déplacer en ligne droite comme le veut la loi fondamentale de Newton. Donc, pour décrire en fait ce qui se passe dans un repère non galiléen, Coriolis a introduit sa notion de force apparente, une pseudo-force, ou une force fictive, et évidemment les calculs doivent tenir compte de la rotation terrestre. Alors, avant d'en arriver là, avant d'en arriver là, euh, la force de Coriolis est une force qui va se manifester chaque fois qu'on aura effectivement des mouvements donc, de rotation, hein, d'un repère non galiléen par rapport à un repère galiléen, effectivement. Mais avant cela, on s'est intéressé au changement de repère, notamment Galilée. Et donc Galilée, justement, a fait beaucoup de recherches sur notamment la composition des mouvements. Et c'est lui qui a vraiment comment dire, compris finalement l'invariance des lois de la physique quand on fait des changements de repère galiléens, essentiellement. Et par exemple, un exemple critique, c'est l'expérience qui intéresse Galilée. Et il se pose la question de savoir, vous savez que Galilée a beaucoup travaillé sur la chute des corps, bien entendu, avec l'expérience où il a laissé tomber des corps pesants depuis la tour de Pise, où il a montré que tous les corps, quels qu'ils soient, tombaient finalement en même temps, à la grande surprise peut-être de certains, car dans la physique antique aristotélicienne, ces corps auraient dû ne pas... il y avait des corps plus pesants et des corps moins pesants, donc on pensait que les corps moins pesants mettraient plus longtemps à arriver. Donc Galilée a surpris tout le monde avec ses expériences, et il a aussi pensé à un autre type d'expérience, où par exemple on prend un bateau, et il se pose la question, d'accord, quand le bateau est à l'arrêt, donc au port, il est immobile dans le port. On laisse tomber un corps pesant du haut du mât du bateau. Où va tomber le corps? Au pied du mât. Que se passe-t-il si on répète l'expérience, mais maintenant le bateau est vogue en mer, il est donc animé d'un mouvement de translation? Que se passe-t-il? Alors, selon Galilée, euh, le, le, le corps qui chute
doit de nouveau tomber au bas du mât, exactement au bas du mât. Et c'est tout simplement parce que quand le corps est en haut du mât avant le lancer, il est déjà animé d'un mouvement de translation dont il faut tenir compte. Et donc quand il chute, finalement, on a la combinaison de deux mouvements. Alors les gens de l'époque étaient fascinés par ce genre de questions et ils se sont posé la question, est-ce que vraiment cette expérience fictive, hein, parce qu'on pense bien que Galilée n'a jamais fait cette expérience, mais ils l'ont faite avec des chariots à chevaux et en essayant effectivement de conduire des expériences de chute des corps sur des chariots à chevaux qui se déplaçaient rapidement pour voir si Galilée avait raison. D'autres physiciens, toujours dans la même veine, ont essayé d'utiliser des canons pour les tirer en l'air et pour prouver que, en fait, certains physiciens se sont dit que le boulet ne retomberait pas, en fait, à la verticale, et pour le prouver, s'asseyait sur la bouche du canon juste après avoir tiré le boulet. Donc imaginez un canon, le fût du canon est dirigé vers le ciel, la bouche du canon est dirigée vers le ciel, on le met en position verticale, on tire un boulet, et juste après, on se met sur le fût du canon en espérant qu'on ne va pas être écrasé par le boulet au retour. Voilà. Euh, En fait, à cause de la force de Coriolis, que Galilée ne connaissait pas, il est faux de dire que quand un corps chute, il va chuter au bas du bateau. Et c'est parce que, en fait, la Terre tourne. De manière surprenante, Galilée n'a pas vu ça, ou n'a pas discuté ça, du moins pas que je le sache. Euh, Pourtant, Galilée devait très bien comprendre que la Terre tournait autour d'elle-même. Et pour ces mueve. Et donc, ces expériences sont à prendre avec, disons, avec, avec précaution, puisqu'elles décrivent finalement qu'un mouvement de translation et pas un mouvement de rotation. Donc, alors, que se passe-t-il en réalité, hein? Eh bien, en réalité, quand on laisse chuter un corps, la force de Coriolis dévie les corps vers la droite, vers le nord, en raison de la rotation de la Terre d'ouest en est. Voilà. Alors, bon, là, j'ai des équations. Je vais passer sur les équations et je vais vous parler un petit peu donc de la mise en évidence finalement avant que les travaux de Coriolis, la mise en évidence de la rotation de la Terre finalement par des expériences sur les chutes des corps. Donc là, on s'éloigne de Galilée et on comprend que si on fait chuter des corps d'une hauteur assez grande, eh ben, on aura peut-être on observera peut-être un effet de la rotation de la Terre. Et donc, il y a des gens qui essayent ces expériences et, et qui essaient aussi de théoriser, de regarder si on peut mettre cela en équation. Alors, les calculs sont en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les calculs sont très, très, très laborieux. Bon, rappelons d'abord que Galilée a été condamné par l'Église en 1633 hein, pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil. Hein. Euh, et on va voir comment les choses ont évolué. En fait, elles ont évolué assez rapidement. Ensuite, quand Newton étudie la chute des corps, il se rend compte en fait que si on fait chuter un corps à une certaine hauteur, mettons d'un immeuble, il se rend compte que la vitesse du haut de l'immeuble par rapport au centre de la Terre, hein, puisque l'immeuble est animé d'un euh, d'un mouvement, le haut de l'immeuble est animé d'un mouvement de rotation circulaire uniforme dû à la rotation terrestre. Hein. Donc, Newton se rend bien compte que le haut et le bas de la tour ne se déplacent pas à la même vitesse. Hein. Ça, c'est tout simplement lié au fait que
la vitesse tangentielle, si vous tournez à vitesse, si vous tournez à vitesse angulaire oméga, hein, et ben la vitesse tangentielle, ça sera simplement le produit de rayon, où se trouve votre point par rapport au centre de rotation, multiplié par la vitesse angulaire. Et donc, en haut de la tour, vous avez un R qui est plus grand qu'en bas de la tour. Par conséquent, il y a un différentiel de vitesse entre le haut et le bas de la tour. Mais Newton euh, ne parvient pourtant pas à calculer correctement la déviation de la chute libre, du corps dans la chute libre. Donc Newton élabore une théorie approximative, fausse, et Robert Hooke, lui, aussi, élabore une autre théorie approximative euh, qui se révèle fausse aussi. Puisque Hooke prétend qu'il y a une déviation vers le sud quand le corps tombe en chute libre. Il évalue, il donne toute une théorie et une formule pour calculer cette déviation. Cette théorie est fausse. Donc vous voyez déjà à l'époque où pourtant on a toutes les équations de dynamique, en principe, tout est prêt. Euh, on connaît à cette époque assez bien le mouvement de rotation de la Terre, hein. Au pire, on pourrait se dire en 24 heures, la Terre fait un tour complet sur elle-même, hein. Ça, c'est vraiment élémentaire. Et bien malgré ça, des gens aussi prestigieux que Newton et Hooke se trompent. Ils sont incapables de faire le calcul de la déviation du corps dans une chute libre. D'accord? Alors, à Bologne, il se trouve qu'il y a une tour qui s'appelle la Torre degli Asinelli. Je pense que ça veut dire la tour des ânes. Et donc, pour continuer les idées de Galilée et de Newton et de Hooke, on se livre on continue de se livrer à des expériences sur la chute libre des corps, notamment Riccioli, en 1640, effectuait des expériences depuis cette tour de Bologne, la Torre degli Asinelli, pour regarder les effets de la résistance de l'air sur la chute des corps. Mais, et alors les travaux de Hooke et de Newton sur la chute des corps sont quasiment oubliés. Euh, Ils sont quasiment oubliés et ce n'est que peut-être sous l'impulsion des travaux de d'Alembert sur les forces d'inertie, euh, euh, et, du- et que l'abbé Guglielmini recommence des expériences vers 1790 où il fait revivre les idées de Hooke et de Newton dans un essai où il publie les résultats de ses expériences dans un essai qui s'appelle De Diurno Terrae Motu. Et là, vous voyez bien entre 1633, date de la condamnation de Galilée, et 1790, le siècle des Lumières est passé par là, et ben, un abbé peut maintenant en fait publier lui-même euh, un essai et expérimenter sur la rotation de la Terre. Donc on voyait une évolution considérable. Alors qu'est-ce que trouve l'abbé Guglielmini? Alors à l'époque, on utilise des unités qui sont encore des unités très particulières qui varient de lieu à lieu et notamment le pied, le pouce, la ligne. Et donc, ces expériences à Bologne sont exprimées non, on peut les exprimer en pieds parisiens. Et donc, la tour fait 240 pieds parisiens, ce qui correspond à peu près à 77,96 mètres. Guglielmini fait 16 essais en juin-août 1791, la nuit, par temps calme, mais les essais laissent à désirer. Et les résultats sont bizarres. Les résultats, donc Guglielmini trouve une déviation moyenne vers l'est de 18,89 mm, plus ou moins 2,5 mm, mais aussi une déviation substantielle vers le sud, moyenne, je parle de déviation moyenne sur toutes ces expériences, de 11,89 mm vers le sud. Alors, comment Guglielmini justifie-t-il ces expériences ou interprète-t-il ces expériences?
il lui faut un cadre théorique, et il revient donc au calcul de Newton et de Hooke. Et il pense que ces calculs euh, donnent, comment dire, que ces résultats confirment les théories de Newton et de Hooke. Cependant, rappelons-nous, les calculs de Newton et de Hooke sont faux. Le calcul de Newton prévoit 16 mm au lieu de 18,89 mm, mais il est faux, largement surestimé. En fait, on sait quand on fait des calculs que ça devrait être plutôt quelque chose comme 10,8 mm. Nous allons voir comment on fait ces calculs plus tard. Et le calcul de Hooke prévoit une déviation de 134 mm vers le sud, mais il est faux, totalement faux. Alors on ne sait toujours pas comment arriver à faire les calculs et on est là avec ces expériences sans trop savoir quoi faire. Donc il est impossible d'interpréter ces résultats parce que personne n'a finalement pu faire les calculs de manière convaincante. Et c'est là qu'interviennent deux géants, j'ai nommé Laplace et Gauss. Alors Gauss là on parle de 1802-1803, quand je dis c'est là qu'interviennent, donc je parle de 1802-1803, donc ça fait quand même c'est un petit peu après, une douzaine d'années après les travaux donc l'expérience de Guglielmini. Donc ces expériences parviennent donc aux oreilles des astronomes et des mathématiciens, notamment un astronome allemand qui s'appelle Olbers, qui écrit à Gauss pour mentionner ses travaux, et des travaux similaires sont entrepris, des expériences similaires sont entreprises en Allemagne. Euh, et Gauss, lui, est un jeune mathématicien prodige qui a étonné toute l'Europe et qui vient de gagner une grande célébrité puisqu'il a résolu le problème de retrouver la trace de Cérès, de l'astéroïde Cérès, alors qu'aucun autre mathématicien n'avait réussi à le faire. Donc il est célèbre dans toute l'Europe. Olbers, un collègue à Gauss, écrit à Gauss et soumet une solution théorique. Et encore une fois, le calcul de la déflexion dans la chute libre, des corps dans la chute libre, calcul donc de la déflexion due à la rotation de la Terre dans la chute libre, est encore une fois fausse. Alors, on continue de faire des essais. Benzenberg fait 16 essais à l'église Saint-Michel de Hambourg. Et enfin, Laplace publie pour la première fois une théorie correcte. Au même temps, à peu près au même moment, Gauss publie lui aussi une théorie correcte, les deux théories s'accordent. Et Gauss et Laplace trouvent donc la bonne expression pour la déviation du corps pesant, euh, déviation par rapport à la verticale dans la chute libre d'un corps sur la Terre. Euh, c'est intéressant de lire l'article qu'a publié Laplace. On peut le trouver évidemment en ligne. Et donc on peut trouver l'article, on peut trouver l'interprétation de l'article. L'article n'est pas très difficile à lire, mais il est très intéressant parce qu'il n'utilise pas du tout la formule de Coriolis. Donc, Laplace arrive tout à fait à faire les calculs corrects euh, en écrivant tout simplement les équations de la dynamique. Et mais pour vraiment traiter de manière générale, finalement, effectivement, d'un problème de changement de repère, hein, il utilise le principe il appelle ça le principe des vitesses virtuelles. Aujourd'hui, on appellerait ça le principe des puissances virtuelles de D'Alembert. Euh, alors, ce principe, c'est un principe de mécanique analytique qui affirme que l'ensemble des forces de contrainte d'un système ne travaille pas lors d'un déplacement virtuel. Ça, on peut le formuler comme ça. Plus tard, après d'Alembert, ce principe sera généralisé par Lagrange dans son formalisme. euh, et donc, euh, euh, je crois que la mécanique analytique de Lagrange, date de 1788. Voilà.
Alors, je vous montre un extrait donc de l'article publié par Laplace. Donc, il s'agit de calculer la déviation d'un corps en chute libre et déviation qui serait due à la rotation de la Terre. Alors, Laplace écrit les choses de manière très claire. Il utilise donc R, c'est la distance au centre de la Terre. La Terre est représentée par une sphère approximativement. Le nombre n représente la vitesse de rotation de la Terre autour des pôles. D'accord? Et donc, on voit que Laplace utilise soit les coordonnées cartésiennes, x, y, z, soit des coordonnées bon, qui sont presque les coordonnées sphériques, c'est-à-dire r, θ. Θ, dans la notation de Laplace, c'est la colatitude, c'est pi sur 2 moins la latitude, et oméga. Donc r, θ, oméga. euh, T, bien sûr, c'est le temps. Et, et donc, nt plus oméga, bon, on exprime simplement la rotation de la Terre autour de son axe. Alors donc, Laplace imagine un cylindre, hein, simplement un mouvement vertical, de chute verticale, où un corps est placé, mettons, en haut d'une tour, et on le lâche, donc le corps va donc se diriger vers le centre de la Terre, attiré par la Terre. Hein. Et donc, ce deuxième système d'équation, c'est le système qui représente les coordonnées cartésiennes au cours du mouvement. Et donc, au cours du mouvement, le grand X, grand Y, grand Z du haut de la tour, si vous voulez, hein, les coordonnées du sommet de la tour, vous voyez, c'est marqué là, vont devenir les coordonnées X, Y, Z du bolide ou du mobile au cours du mouvement. Et vous voyez que la distance va diminuer, donc on a R moins alpha S. Donc, et ici, donc les quantités R, θ et oméga vont varier. Hein. Et donc, Laplace transforme ce premier système et paramétrise finalement la symétrique du corps avec la notation, avec les paramètres alpha, U et V. D'accord? Donc alpha R, on a donc les coordonnées cartésiennes, les coordonnées presque sphériques, r, θ, oméga, et enfin les coordonnées alpha, U et, et V. Voilà. Donc euh, ensuite Laplace analyse les forces de gravité. Alors il note V. En fait, V, c'est simplement euh, le potentiel de gravitation, littéralement le potentiel de gravitationnel, créé par toutes les molécules du sphéroïde terrestre. Hein, grand V, la somme de toutes les molécules du sphéroïde terrestre divisée par leur distance. Vous reconnaissez l'expression. Hein, si vous voyez quelle est l'expression du potentiel, hein, vous savez que les forces de gravité, c'est les forces de la forme F égale grand G constante de la gravitation universelle. Donc on a mm' sur R2, mm' sur R2, R carré. Et donc quand on regarde ça et qu'on les exprime sous la forme, mettons, de m fois un potentiel, d'accord? Donc vous voyez qu'on voit bien, euh, pardon, m fois un gradient de potentiel, d'accord? Donc on voit effectivement apparaître un potentiel qui va être de la forme Gm ou Gm sur R. Voilà, ça, voilà, c'est ce que Laplace nous dit ici. D'accord. Donc il prend les masses de toutes les molécules et il les divise par les distances au corps attiré. Voilà. Ensuite arrive comment dire, le point clé de la démonstration de Laplace, qui est l'application du principe des vitesses virtuelles. Donc il applique le principe des puissances virtuelles ici. D'accord. En fait, ce principe des puissances virtuelles
consiste simplement à dire que, au lieu d'exprimer que la somme des forces, y compris les forces d'accélération, hein, est nulle, donc l'équilibre de l'équation de la dynamique, hein, et ben, c'est pareil que de demander que le produit scalaire de cette somme par n'importe quel déplacement virtuel delta v, ou vitesse virtuelle, soit zéro. D'accord? Donc ça, on appelle ça la formulation faible des équations de la dynamique. Et ce principe, premier principe, le principe variationnel, finalement, formulation variationnelle, est dû à d'Alembert. Et encore une fois, il a été formalisé par Lagrange dans sa mécanique analytique. Alors ensuite, je ne vais pas vous détailler les calculs, mais ensuite, ce qui se passe, c'est que donc ces vitesses virtuelles, qui sont représentées ici par delta x, delta y, delta z, d'accord. Là, grand K ici, donc ici, vous voyez il y a trois genres de termes. Euh, il y a ce premier terme ici, où on regarde les forces des accélérations. D carré, vous reconnaissez d carré x sur dt carré, d carré y sur dt carré pour les accélérations. Ici, vous regardez vous considérez, vous voyez l'effet d'une force qui dérive d'un potentiel, c'est le potentiel de gravitation. D'accord? Et là, ce que vous voyez avec un facteur K ici, ce sont les forces qui sont dues au frottement de l'air. D'accord? Donc le troisième terme exprime des forces dues au frottement de l'air. Voilà. Alors, évidemment, tous les delta x, les x, y, z sont des fonctions, comme on l'a vu plus haut, de r, θ, oméga. Et donc, il faut convertir ça, qui est exprimé en x, y, z, il faut le convertir dans les variables d'intérêt qui sont alpha, s, u, v. Alpha, s, u, v. C'est ce que fait, donc c'est simplement, ça c'est simplement l'écriture d'un changement de variable. Il suffit d'exprimer toute la géométrie du problème et on arrive donc à un système d'équations finalement qui nous permet de trouver, euh, euh, les équations du mouvement de corps en coordonnées SUV au premier ordre en alpha. C'est ça l'important. Voilà. Alors ces équations-là, je les ai mises ici. Voilà les équations qu'on trouve. Ça, c'est les équations, donc, vous voyez, il n'y a plus que alpha, S, U, V là-dedans, d'accord? Et bon, peu importe le détail de ces équations, mais donc elles sont obtenues, comme je vous l'ai dit, par le principe des puissances virtuelles. Et donc, là, on n'a plus qu'à intégrer ces équations. Et donc, ce qu'on trouve, quand on intègre ces équations, ce qu'on trouve, c'est, alors si on regarde, si on néglige, la résistance de l'air, on trouve la chose suivante. On trouve que la déflexion, ici la déflexion, donc ça c'est la déflexion à la base vers l'est, c'est 2 fois n fois h, h c'est la hauteur sur 3, multiplié par le sinus de donc la colatitude, multiplié par racine de 2h sur g. On peut aussi l'écrire comme ça, n sur 3 fois le sinus de θ fois 8h cube sur g. Si on préfère utiliser la latitude, on peut remplacer ça par le cosinus de la latitude. Voilà. Voilà. Alors, donc, bon, fort bien. Fort bien. Alors, je me suis demandé, euh, donc, effectivement, les calculs de Laplace prévoient là deux choses. Il prévoit la valeur de la déviation vers l'est et prévoit une déviation nulle vers le sud. D'accord? Donc pas de changement de latitude. Donc quand on laisse tomber un corps d'une grande hauteur, en principe, d'après la théorie de Laplace, on ne s'attend pas à une déviation vers le sud. Alors, je me suis posé la question, oui, est-ce que je pourrais reprendre des données de l'époque et voir donc ce qui a été fait. Euh, alors, j'ai trouvé une image d'une expérience qui a été réalisée
en 1803 en Allemagne, où on a laissé tomber des graviers, finalement des petits cailloux de fer, d'une hauteur de 90 mètres dans le puits d'une mine. Et euh, c'est, on appelait ça l'expérience de Schlesbourg, pardon. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré sur une image, j'ai récupéré les points de ces expériences en pixels et je les ai traduits en millimètres. Et donc, en faisant ça, voilà ce que j'obtiens. Je vais vous montrer ce que j'obtiens. Voilà les données. Donc là, j'ai récupéré un jeu de données. Les points là que vous voyez, le point là, celui-là, 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 ce ne sont pas des données. C'est moi qui les ai créés pour faire une calibration, pour être sûr que j'avais bien les bonnes échelles. Et là, vous avez l'échelle en X, ce sont des millimètres. L'échelle en Y, ce sont aussi des millimètres. D'accord? OK. Donc voilà les expériences euh, faites en 1803. D'accord? Dans ce puits de 90 mètres. D'accord? Alors la question c'est, est-ce que ces données sont compatibles avec le résultat théorique de Laplace? Alors avant de faire ce calcul, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que j'ai voulu confirmer que je pouvais obtenir exactement l'application numérique de Laplace. Parce que Laplace ne s'est pas contenté de donner la valeur de la déviation, mais il a aussi indiqué une application numérique à Paris. À Paris, et je vais donc vous donner une idée de cette application numérique. Alors, d'abord, il faut connaître, pour appliquer la théorie de Laplace, il faut connaître la latitude du lieu. Euh, la colatitude de Paris, c'est 41 degrés, 9 minutes et 46 secondes. Donc là, ce que je fais simplement, c'est que je transforme ça, en radian pour pouvoir calculer le sinus de la colatitude. D'accord? Donc je calcule le terme sinus θ. Allons-y. Très bien. Ensuite, et donc voilà l'application numérique, hein. Euh, alors l'application numérique est très bizarre, puisque, bon, vous voyez, vous reconnaissez la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, hein, que j'ai donnée ici, hein, la formule en bleu ici. Donc vous la reconnaissez ici. Ça c'est un 2 ici sous la racine. Ça c'est sinus θ. Hein. Mais vous voyez qu'il y a des noms un peu bizarres. Par exemple, n ici, bon, une quantité un peu barbare là. Ça c'est l'expression de la vitesse angulaire. Et ça, la difficulté ici, c'est de comprendre les unités qui sont utilisées par Laplace, qui sont mixtes. Laplace vit à une époque où on n'a pas encore totalement normalisé les unités. Et d'ailleurs, les commentaires après l'article de Laplace utilisent des pieds, mais comme unité de longueur. Et donc, Laplace utilise un mélange, enfin, en fait, euh, une, utilise systématiquement, il y a une grande logique dans la méthode de Laplace, il utilise ce qu'on appelle les secondes décimales. Et la seconde décimale, c'est la 100 millième partie du jour. Donc, c'est une manière de refaire jouer encore le système décimal, puisque 100 millième, c'est une puissance de 10. D'accord? Mais alors là, on obtient des choses qui sont totalement, enfin, qui m'ont surpris de prime abord. C'est que finalement, l'expression de la rotation de la Terre est bizarre, hein, puisque au lieu de parler en secondes habituelles, on parle en secondes décimales. Et l'expression, par exemple, de la gravité, la valeur de la gravité à Paris, c'est 3,6607 exprimé en mètres. D'accord? Alors en fait, plus exactement, il faut penser à mètres par seconde décimale. Et donc là, vous avez 1 demi de g égale à 3,66. D'accord? Et la hauteur de l'expérience, c'est 54 mètres. D'accord? Et donc, vous avez le résultat de Laplace qui vous donne, en appliquant tout cela, que la déviation vers l'est, c'est donc à partir d'une chute de 54 mètres,
de 5 mm, 5,7 mm à peu près. Donc, comment est-ce que j'ai fait mes calculs? Alors, voilà comment j'ai fait mes calculs. J'ai utilisé d'abord pour être sûr que je ne faisais pas d'erreur, d'accord? J'ai d'abord utilisé tout simplement des calculs tout à fait logiques, c'est-à-dire je me suis dit la vitesse de rotation de la Terre, c'est simplement 2 pieds radians en 24 heures, en gros, hein. C'est pas exactement ça, mais presque. Une heure fait 3600 secondes, donc j'exprime tout en secondes habituelles, les secondes qu'on connaît. Et G, la valeur de G, bon, ben, on sait que c'est approximativement 9,81. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'applique la formule théorique de Laplace, d'accord, qui est là, vous la reconnaissez, 2n fois h sur 3 multiplié par le sinus de la colatitude multiplié par la racine carrée de 2h sur g. Qu'est-ce qui se passe si je calcule ça? Et bien, je trouve effectivement presque la valeur de Laplace. Donc, ça veut dire que je suis sur la bonne trajectoire. D'accord? Évidemment, si je vais obtenir exactement la même chose si je mets le h sous la racine, bien sûr. Mais si je veux faire un meilleur calcul, je vais vraiment utiliser la période de rotation sidérale de la Terre, hein, par rapport à une poêle fixe. Et là, c'est 23 heures 56 minutes et 4 secondes. Donc là, je calcule ma vitesse de rotation, encore une fois dans une unité. Et là, encore une fois, je fais le calcul dans les unités, les vraies unités, les unités, la seconde habituelle, pas la seconde décimale. Alors, qu'est-ce que je vais trouver si je fais ça? Donc là, j'ai simplement changé la valeur de n et je trouve, vous voyez, je trouve la valeur de Laplace, hein. Donc, je me suis convaincu qu'en fait, j'avais bien les bonnes données et les bonnes formules. Et pour être sûr que, en fait, pour être sûr que je comprenais bien les choses, j'ai calculé la conversion de 9,81 en utilisant la seconde décimale. Et alors là, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ce nombre-là. Et remarquez que ce nombre-là, il est quasiment égal à celui-là. D'accord? Ce qui prouve que c'est bien à peu près 9,81 que Laplace avait en tête quand il a écrit cette formule. D'accord? Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que je peux aussi, si je me donne une déflexion vers l'est, ça veut dire que je peux aussi estimer la vitesse de rotation de la Terre, hein. Donc, on a un moyen de détecter la rotation terrestre grâce à la théorie de Laplace, ce qui est quand même vraiment fantastique. Voilà. Donc, et là, je fais l'exercice inverse, c'est-à-dire que je me donne delta, je me donne ce delta et je remonte progressivement, je remonte au calcul de la période de la période de rotation. Et donc, je trouve par exemple que j'ai 23 heures et 56 minutes, comme vous voyez, hein. Donc, voilà. Étant donné une expérience où on mesurait précisément la déviation au cours d'une chute libre, et ben la mesure de la déviation vers l'est, si elle est assez précise, peut nous donner une estimation de la rotation de la période de rotation de la Terre. Et évidemment, par là même, une preuve de la rotation terrestre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai appliqué cette théorie. Enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce qui se passe-t-il si je prends ces données? Donc, si vous croyez la rotation terrestre, la moyenne devrait être ici, hein, ça devrait être 0, d'accord? À la fois pour la déviation en latitude et la déviation d'est en ouest, d'accord? Donc, je vous rappelle, l'axe des X, ça va mesurer la déviation d'est en ouest, et l'axe des Y, ça va mesurer la déviation le long du méridien, finalement, donc la variation en latitude. Alors, qu'est-ce qui se passe si je fais un test d'hypothèse? Je fais un test d'hypothèse, donc je replote mes déviations et j'utilise donc un test d'hypothèse et je l'applique à un petit test, hein. J'ai des quantités indépendantes. Je vais supposer que les variations sont gaussiennes
Et donc, je trouve effectivement que si mon hypothèse nulle, c'est que la déviation en est, d'est en ouest est nulle, eh ben, je vois que je dois rejeter, largement rejeter. Cette expérience est tout à fait concluante et elle me dit que je dois rejeter, fortement rejeter, avec une p-valeur de 1 pour 1000 en gros, euh, l'hypothèse que la vraie valeur de la déflexion euh, est nulle. Alors par contre, si je teste la déviation en Y, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Eh ben, j'obtiens une p-valeur qui est très très grande, ce qui est une large indication que très probablement la- l'expérience confirme que la déviation est nulle en latitude. Donc, au total, l'expérience de 1803 du chez Bush, conduite en Allemagne, suffit à confirmer la théorie de Laplace. Voilà. Après, on peut jouer avec d'autres choses, hein. Si vous voyez donc, il y a d'autres expériences qui ont été conduites. Par exemple, Heisenberg a fait l'expérience à Hambourg. Il a trouvé une déviation de 4 lignes pour 235 pieds de Paris. Donc la hauteur en pieds. La déviation est minuscule, donc on la mesure en lignes. Vous voyez là où on n'a pas des mètres et des millimètres pour faire la conversion. Il faut savoir que 1 pouce est fait de 12 lignes et qu'un pied de Paris est fait de 12 pouces. Donc il y a un facteur de 144 de la ligne au pied. D'accord? Et enfin, bon, à Freiburg, je crois qu'il y a eu 106 expériences en 1831, l'expérience de Reich. On trouve donc toutes ces expériences un peu partout sur le net. Euh, et donc, voilà, on a enfin donc une, euh, une preuve convaincante de la rotation terrestre. Alors donc tout ça, c'est vraiment très intéressant puisque, puisque c'est très intéressant puisque finalement vous voyez qu'on peut détecter donc par la chute libre la réalité et la valeur de la rotation de la Terre. Si le Soleil nous était caché, on ne peut pas vraiment sentir cette rotation donc nous-mêmes physiologiquement, mais vous voyez que en simplement laissant tomber un corps en chute libre, eh ben, vous avez finalement une mise en évidence de la rotation de la Terre. Donc il n'a pas fallu attendre le pendule du Foucault pour mettre en évidence cette rotation. On peut dire en quelque sorte que ce sont des ancêtres du pendule de Foucault, même si le pendule de Foucault nous donne un résultat une expérience plus directe, on va dire, peut-être plus visuelle. Et plus facile aussi, plus convaincante, puisque on voit le plan du pendule tourner de 20 d'un tour complet en 24 heures. Donc c'est vraiment très élégant, peut-être par rapport à la difficulté de faire ces expériences. Euh, alors, en fait, si on regarde la théorie, qu'on va un peu plus loin, on s'aperçoit que il y a la théorie prédit en fait une très petite déviation, beaucoup plus petite que la déviation vers l'est, vers le sud. Et aussi bien Laplace que Gauss savaient comment calculer cette déviation. Et donc, on peut effectivement faire ce calcul. Mais bon, les expériences sont tellement difficiles que cette déviation est difficile à mettre en évidence. Donc, alors, bon, donc j'ai parlé du premier effet, c'est-à-dire donc de cette force fictive. Encore une fois, c'est une force fictive puisqu'elle n'existe pas dans un repère galiléen, mais elle a bien des effets réels, évidemment, puisque c'est la rotation de la Terre qui est une réalité. Donc la rotation des terrestres, on en a parlé. Un autre, alors les effets réels de la force de Coriolis ou de la pseudo-force de Coriolis sont apparentes notamment dans les schémas de circulation
la forme de la circulation de l'atmosphère. Donc tous les fluides qui circulent, enfin tous les fluides qui circulent, notamment les fluides atmosphériques et les fluides océaniques qui circulent à la surface de la Terre, seront impactés par cette, euh, par cette force. Donc, et on le voit ici ce schéma de la circulation atmosphérique, schéma simplifié, où on voit des cellules de Halley et où on voit notamment que le déplacement des vents alizés. Donc là, à gauche, vous avez, donc en haut, c'est le nord, en bas, c'est le sud, à gauche, c'est l'ouest, à droite, c'est l'est. Vous avez l'équateur qui coupe donc cette sphère en deux. Et vous voyez donc la tendance des vents alizés, trade winds en anglais. Donc les vents sont attirés par la dépression équatoriale et en circulant du nord au sud, dans l'hémisphère nord, ils vont se déplacer donc vers l'ouest. Et en circulant du sud au nord dans l'hémisphère sud, ils vont aussi se déplacer vers l'ouest. D'accord? L'effet de la force de Coriolis est maximal au pôle et il est nul, minimal et nul à l'équateur. Et ça, c'est parce que dans l'expression de la force de Coriolis, on a oméga vectoriel V et que si on prend V parallèle à oméga, V vectoriel oméga, deux vecteurs collinaires ont un produit vectoriel nul, donc on ne voit pas, l'effet c'est nul. Pour un flot surfacique tangent à la surface du globe. Euh, alors, c'est vraiment, comment dire, ces effets-là, ils existent réellement, hein. Là, on voit l'anticyclone des Açores et vous voyez la circulation ici. Donc, dans la flèche indique la circulation des vents associés à cet anticyclone des Açores. Vous voyez qu'en gros, vous avez une circulation des vents qui est dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord, anticyclone des Açores. Donc dans les zones de surpression, les anticyclones, les vents vont avoir tendance à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, SAM, et dans une zone dépressionnaire, dans l'hémisphère nord, dans le sens inverse. Et ça sera le contraire dans l'hémisphère sud, c'est ce que vous voyez ici. Alors, euh, dans la force de Coriolis a aussi un impact au niveau de la circulation des océans, bien sûr, puisque les océans sont aussi fluides. Donc, il y a aussi un mouvement des courants océaniques. Et donc, ces courants océaniques sont impactés par la pseudo-force de Coriolis. Alors, le meilleur exemple, c'est la spirale d'Ekman, qui est un phénomène qui décrit la variation de la direction de la vitesse du courant océanique avec la profondeur. Et donc, si vous avez une direction de vent qui est ici matérialisée par ce vecteur, ce qui va se passer, c'est que dû à la force de Coriolis, la direction des courants ne va pas en fait suivre la direction du vent, mais va se décaler en spirale avec la profondeur jusqu'à possiblement atteindre une direction carrément opposée à la vitesse du vent. Et cette spirale décrit donc la direction des courants sous-marins induits par cette force de surface due à la force tangentielle exercée par le vent, la contrainte tangentielle exercée par le vent en surface. Alors, application de cet effet. euh, donc évidemment, la spirale d'Ekman est due à la déviation due à l'effet de Coriolis, d'accord? Et l'interprétation physique, c'est qu'il en résulte un transport. Et en effet, bon, prenons simplement l'exemple de l'upwelling côtier. Il faut que les conditions soient adéquates, mais quand les vents soufflent parallèlement à la côte et que la côte se trouve sur la gauche du vent, dans l'hémisphère nord, alors la force de Coriolis dévie le transport d'Ekman vers la droite du vent, donc loin de la côte. Donc ça veut dire que ça donne les masses d'eau se dévient vers le large, et donc puisque le fluide est incompressible, on doit conserver la masse.
Donc cela implique qu'il y a une remontée, un upwelling, c'est pour ça qu'on dit upwelling, ça veut dire remontée d'eau, hein, des eaux profondes remontent et remplacent l'eau qui disparaît et qui migre vers le large. Et, et donc on a en particulier sont les conséquences sur le transport des nutriments qui fertilisent les eaux de surface et qui soutiennent une forte productivité biologique et des pêcheries abondantes. Euh, voilà. Donc ça, cette spirale d'Ekman a donc des conséquences à la fois sur le transport des sédiments et des nutriments et sur l'érosion des côtes, etc. Alors, je vais continuer en vous parlant d'un petit peu des ambiguïtés que j'ai rencontrées. Alors, d'une part, on a la Flat Earth Society, donc les platistes, qui prétendent que l'effet Coriolis n'existe pas. Donc, ils vont reprendre exactement, c'est quand même incroyable, ça, ils vont reprendre l'expérience de Schlebusch que je vous ai décrite, qui est une expérience qui confirme totalement la force de Coriolis, et simplement parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un calcul statistique, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un test d'hypothèse, etc. Ils ne comprennent simplement pas ça, donc ils refusent vraiment l'évidence, et donc ils interprètent cette expérience comme une expérience qui infirme la théorie de la place, alors que c'est exactement le contraire. Cette expérience met effectivement en évidence, très clairement, elle met en évidence l'existence de la rotation de la Terre, comme je vous l'ai montré. Malheureux de voir que des gens font cela. Et je vous invite à voir leur... alors, en fait, ils utilisent aussi des arguments, par exemple sur les artilleurs, le fait que les artilleurs manquent leur cible en tenant compte de l'effet Coriolis, sans comprendre nécessairement que une foule d'autres effets peuvent être responsables de ce, de ce défaut de succès de l'artillerie. Donc, ce ne sont pas les calculs balistiques qui introduisent et qui utilisent la force de Coriolis qui sont en défaut. C'est simplement peut-être le manque de considération pour d'autres phénomènes. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin que les platistes pour voir des ambiguïtés et des approximations. Par exemple, vous connaissez sans doute Eric Orsena, c'est un écrivain très populaire, membre de l'Académie française, un bon écrivain d'ailleurs, mais les écrivains ne sont pas des scientifiques et ils pêchent par approximation. Et cette approximation a été relevée notamment dans le livre Portrait du Gulf Stream, écrit par Eric Orsena, et il décrit le fameux mouvement, en fait il décrit un effet supposé de la force de Coriolis dans une tasse de thé, effet qui est complètement impossible à visualiser, à obtenir, parce que simplement l'hydrodynamique dans une tasse de thé fait intervenir beaucoup d'autres éléments, notamment la viscosité, et donc exactement comme la fameuse expérience des lavabos, où on dit que l'eau doit tourner dans un sens dans l'hémisphère nord quand on vide un lavabo et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Ça aussi, si vous prenez des traceurs et de l'encre, même si vous laissez reposer votre fluide longtemps, euh, ça sera une expérience qui sera pratiquement impossible à réaliser. D'accord? Ce qui ne prouve absolument pas la non-réalité de la rotation de la Terre, mais simplement le manque d'adéquation du modèle pour la physique à cette échelle. C'est tout. Alors donc, non, Eric Orsena, je ne donne pas un bon point à Eric Orsena pour cela. Et ça, c'est malheureusement les littéraires qui, des fois, se laissent emporter par leur talent, mais qui peuvent finalement propager aussi les contre-vérités. J'ai testé aussi ChatGPT pour voir si ChatGPT comprenait l'impact de la force de Coriolis sur le Gulf Stream. Et comme toujours, la réponse est ambiguë, je dirais, parce qu'elle contient un mélange de vérité et de contre-vérité. Je ne vais pas vous montrer de dialogue en général, en détail,
Mais en gros, j'ai posé la question, y a-t-il une relation entre le Gulf Stream et la force de Coriolis? Et la réponse a été surprenante parce que euh, euh, ChatGPT m'a dit que la déviation vers la droite aidait à maintenir le Gulf Stream le long de la côte américaine. Si vous regardez ça, d'accord, cette phrase ne fait aucun sens, hein, puisque vous avez le Gulf Stream qui remonte, d'accord, qui remonte du sud au nord le long de la côte est des États-Unis, d'accord. Donc, vous attendez à une déviation vers l'est, d'accord. Donc, c'est pas une déviation qui va pousser, pas la déviation, cette déviation qui va pousser le Gulf Stream le long de la côte. C'est impossible, c'est le contraire. Au contraire, c'est le contraire. Donc, dans un deuxième temps, j'ai essayé de demander à ChatGPT de corriger cela. Une déviation vers la droite, lui ai-je dit, quand le Gulf Stream remonte vers le nord, devrait au contraire l'entraîner vers l'est, d'accord. Et la réponse, voilà la longue réponse de ChatGPT, qui est toujours prêt à accepter vos, ce que vous dites. Il va faire une modification. Le Gulfstream s'éloigne de la côte est des États-Unis. Voilà. Donc il m'écrit maintenant le contraire de ce qu'il vient de me dire. Et après, j'ai essayé en fait une mise au point. Je lui ai dit comment se fait-il que vous m'ayez donné deux réponses contradictoires? Alors là, honnêtement, je dirais que la réponse n'a pas été claire. Il y avait une tentative de clarifier, mais j'ai pas été convaincu par la réponse. Il faut quand même pas oublier que la force de Coriolis n'est pas la seule force qui s'applique en l'occurrence, et que évidemment il ne faut pas oublier le rôle des forces de pression dues au différentiel de température et de salinité. D'accord? La force de Coriolis n'est pas la seule force en présence, et en particulier les forces de gravitation et peut-être les forces visqueuses, donc peuvent peut-être aussi peuvent jouer un rôle. Alors, je vais encore vous parler d'une autre approximation, et ça, alors, c'est à propos de la guerre des Falklands. Alors, voilà la rumeur. Voilà la rumeur. La rumeur veut que en 1915 a eu lieu une bataille navale près des îles Falkland, et, donc, oh, qui sont des îles qui se situent au large de l'Argentine. Et cette bataille a eu lieu entre des navires de la marine britannique et de la marine allemande. Et apparemment, donc la rumeur veut que les Britanniques n'arrêtaient pas de rater leur cible, parce que ils avaient finalement précorrigé leur tir en se basant sur un calcul de Coriolis qui était adapté à l'hémisphère nord. Et donc par conséquent, puisqu'ils étaient dans l'hémisphère sud, la rumeur voulait que ils avaient oublié finalement qu'ils étaient dans l'hémisphère sud, et que cette correction pour l'effet de Coriolis était une correction qui était mal appliquée et qui introduisait une déviation systématique des tirs. D'accord. Alors ça, beaucoup de gens répètent cette histoire, y compris les professeurs qui veulent expliquer l'effet Coriolis. Et bon, euh, il a fallu attendre tard pour essayer de voir un article apparaître pour finalement démystifier cette rumeur. En particulier, j'ai trouvé que ce lien était très intéressant, et il donnait accès à un article écrit dans Physics Today en 2022 qui s'appelle Wide of the Marks by 100 Yards, Textbooks and the Falkland Coriolis Myth. Donc, en gros, la traduction, ça serait largement raté par raté de 100 mètres, hein, les manuels scolaires et le mythe de Coriolis au Falkland, à peu près. Euh, et oui, alors, oui, là, je voulais aussi, dans cet article en particulier qui parle donc qui évoque cette fausse interprétation, j'ai trouvé aussi une très belle image, qui est une image qui est tirée d'un manuel qui est paru en 1674
et qui cherche à mettre en évidence justement la rotation de la Terre. Donc le livre duquel il s'agit, c'est le Cursus Seu Mundus Mathematicus. Il a été écrit par Claude-François Millier, d'Échals, de la Société de Jésus. Et j'ai consulté ce livre sur Internet. C'est un livre absolument phénoménal, énorme, très intéressant d'ailleurs. Apparemment, ce livre était très populaire. Et donc, en gros, oui, on essayait enfin, donc ce jésuite a essayé de montrer la non-existence, finalement, de prouver la non-existence de la rotation de la Terre, mais de manière expérimentale avec de la balistique, en utilisant les canons. D'accord? Donc, on est exactement dans le même schéma que Galilée, Laplace, etc. Voilà. Alors, ça, c'est le fameux navire dont on a parlé. J'ai regardé, il s'agit du HMS Dreadnought, donc un navire qui a été lancé en 1906. Et ouais, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce navire était extrêmement moderne, en fait révolutionnaire. Et je vous invite à lire l'article de Wikipédia sur ce navire, peut-être pour vous faire une idée plus juste de ce qui s'est passé enfin comment dire, de la qualité des systèmes embarqués dans ce navire, de l'artillerie, etc. Et pourtant, j'ai trouvé cet exercice en ligne qui fait exactement le calcul en gros, le calcul de l'erreur supposée de tir, si effectivement ce facteur avait été l'unique facteur de succès de l'artillerie à l'époque. Donc ça, c'est toute la discussion que j'ai vue en ligne, hein. Je ne vais pas vous la relire, mais vous pouvez la trouver donc si vous cherchez cet article. Euh, Très bien. Alors là, j'arrive à la dernière partie de. Ah oui, donc dans cet article, je voulais quand même rajouter ça. L'article se pose la question, mais d'où vient ce mythe? Et en fait, apparemment, ce mythe a été propagé, peut-être à son insu, par un mathématicien vraiment très réputé, qui est John Edensor Littlewood. Un mathématicien britannique, c'est lui qui a invité Ramanujan, le fameux mathématicien indien, à, à Cambridge au début du XXe siècle, hein. Lui et son confrère Hardy, c'était les deux grands spécialistes de la théorie analytique des nombres, vraiment les spécialistes mondiaux de la théorie analytique des nombres. Hardy et Littlewood, c'était vraiment le traité le plus impressionnant à l'époque. Et euh, voilà ce qu'a dit Littlewood. Il a dit la chose suivante, hein. Alors ça, on le trouve dans l'article enfin dans un livre qu'il a écrit en 1953, qui en gros pensée d'un mathématicien. Et il écrit: I heard an account of the Battle of the Falkland Islands early in the 1914 war from an officer who was there. The German ships were destroyed at extreme range, but it took a long time and salvos were continually falling 100 yards to the left. The effect of the rotation of the Earth is similar to drift and was similarly incorporated in the gun sights, but this involves a tacit assumption that naval battles take place around about latitude 50 degrees north. The double difference for 50 degrees south and extreme range is of the order of 100 yards. Donc là, on voit une tentative par le mathématicien d'expliquer cette erreur de l'artillerie de 100 mètres toujours vers la gauche. Donc, il s'agit d'une erreur systématique. Et effectivement, coïncidence, euh, la- l'erreur euh, l'erreur serait faite si on remplaçait une latitude de 50 degrés nord par 50 degrés sud, eh ben, on arrive effectivement à une erreur de l'ordre de 100 yards. Un yard, c'est à peu près un mètre. Donc, c'est peut-être cette rumeur. Je crois que dans le livre, Littlewood se pose la question, mais est-ce que cela est vraiment bien une rumeur raisonnable? Parce qu'après tout,
Là, on parle de oui-dire, hein. Est-ce que vraiment, combien qu'il y a eu de tirs? Est-ce que vraiment ils étaient tout le temps est-ce qu'on a bien évalué l'erreur du tir? Euh, mais ce qui a été retenu de Littlewood, probablement parce que c'était quelque chose de tentant, c'est cette fausse interprétation bon, d'attribution euh, à ce pré-réglage du raté, des ratés de l'artillerie. Voilà. Alors, je vais finir. Bon, je vais peut-être finir par donc parler maintenant des technologies basées sur la force de Coriolis. Et donc, je vais vous parler de ce fameux. Donc, il y a plusieurs applications. Et donc, je vais vous parler peut-être de ce fameux dépimètre et des densitomètres. Alors là, je vais aller vite parce que sinon, la vidéo va être trop longue. Alors, l'idée, c'est donc pour mesurer le débit qui parcourt un tube. Donc, on imagine un tube rempli de fluide. L'idée, c'est de faire vibrer le tube à une fréquence fixée. D'accord. On a un système asservi et peut-être un électroaimant ou un système mécanique qui permet de faire vibrer ce tube dans lequel circule un fluide dont on veut déterminer le débit. Alors, si on regarde une onde longitudinale de vibration du tube et qu'on modélise le tube comme une corde vibrante, alors et pour l'instant on estime que le tube est vide. Alors, effectivement, si on déforme le tube, on s'attend à ce que cette déformation se propage de manière longitudinale en obéissant à l'équation de d'Alembert qui est marquée ici. D'accord. Ça, c'est donc le d'Alembertien. Donc, la dérivée seconde de Z. Z, c'est la déflexion perpendiculaire à l'axe du tube. C, c'est la vitesse donc, du son ou des ondes dans ce tube. La vitesse donc, à laquelle se déplacent les petites déformations du tube. Et cette vitesse, on a la formule de Mersenne, puisque c'est Mersenne qui a prouvé pour la première fois cette formule. Il l'a prouvé de manière expérimentale. Rappelons que cette formule-là, l'équation des dérivée partielle est due, a été démontrée pour la première fois par d'Alembert dans les années 1750. C'est lui qui a pour la première fois trouvé comment modéliser correctement ben, les cordes vibrantes. Et donc, la modélisation de ce tube vibrant donc, aboutit à cette équation des ondes. Alors, on en déduit que si on regarde, imaginons que le tube soit fixé donc, en ces deux extrémités, donc L à la position 0 et la position L, on a un tube de longueur L. Et donc, le tube vibre latéralement et le ventre le ventre, c'est-à-dire le point de position L sur 2, à mi-longueur, euh, va vibrer harmoniquement. Voilà. Et on va pouvoir exprimer la fréquence fondamentale exactement par cette formule-là, hein, à l'aide, donc F c'est la fréquence fondamentale, L c'est la longueur du tube, et C c'est cette expression. Mu S c'est la masse linéique du tube, et T0 c'est la valeur constante de la tension dans le tube. Voilà. Donc ça c'est simplement la théorie finalement de d'Alembert, purement de d'Alembert, et on regarde le tube vibrant comme une corde finalement, une corde de d'Alembert. Alors que se passe-t-il si on tient compte du mouvement du fluide à l'intérieur du tube? Alors, ce qui se passe, c'est que le d'Alembertien, ici, est modifié à cause de la masse du fluide, due à cause de la présence et de l'inertie du fluide dans le tube. D'accord. Et on peut démontrer, si on applique, on peut faire ça soit en appliquant, soit en changeant de repère et en appliquant la force de Coriolis, soit en ne changeant pas de repère et en appliquant comme Laplace le principe des puissances virtuelles.
on va montrer que le d'Alembertien se transforme en un Alembertien tordu. Donc le d'Alembertien tordu maintenant, il va être de cette forme. Ça va être la dérivée seconde par rapport au temps de z, moins k1, la dérivée spatiale zy, d'accord? Donc toute cette partie ressemble au premier d'Alembertien, sauf que k1 maintenant n'est plus le même. Et là maintenant, on a un effet, si vous voulez, c'est l'effet de Coriolis, il est là, d'accord? On a donc deux constantes, k1 et k2, et on a une équation plus compliquée pour le d'Alembertien. En quelque sorte, comme je dis, un d'Alembertien tordu. Alors, que vaut K1? Alors, K1, c'est tout simplement... Alors, on peut montrer qu'au premier ordre, la vitesse du fluide ne change pas. Je suppose que la section est constante. La vitesse de fluide ne change pas dans le tube. Donc, c'est une vitesse V. Et donc K1, c'est la masse linéique de l'ensemble, donc du tube plein de fluide. T0, c'est la tension de la corde du tube vu comme une corde vibrante. Et moins V, et dm, c'est le débit massique. D'accord? Donc, on a ici, la première constante, c'est mu' sur T0 moins VDM. La deuxième constante, c'est 1 sur T0 moins VDM. Qu'on peut aussi expliquer, qu'on peut exprimer aussi comme ça. Et mu et la masse linéique du tube plein de fluide, très facile à exprimer. C'est évidemment la masse linéique du tube, la partie solide du tube, le tube lui-même, plus la masse volumique du fluide multiplié par la section transversale du fluide. Donc c'est mu s plus rho fs. Alors si on cherche la solution du d'Alembertien modifié ici, si on cherche la solution par variable séparée, on va trouver ceci. Donc on peut chercher, on prend un mouvement harmonique en temps et on prend une fonction quelconque u de y. Et en remplaçant cette formule à variable séparée dans le d'Alembertien tordu, on va obtenir une équation différentielle ordinaire du deuxième ordre avec juste une seule variable y sur u. On peut imposer les conditions limites et l'équation caractéristique de l'équation différentielle qui régit la variation de u dans l'espace fait apparaître, elle est du deuxième ordre, donc il y a deux racines, et donc on fait apparaître deux échelles de longueur essentiellement, delta 1 et delta 2. Et donc au bout du compte, le débit massique introduit un facteur de modulation spatiale, u. Et donc, ce qui se passe, c'est que les ondes, quand les ondes quand on regarde la vibration en mode fondamental du tube, vibration latérale du tube, la vibration n'est plus symétrique par rapport au ventre. Il n'y a plus de symétrie miroir droite-gauche par rapport au ventre, par rapport à la position L sur 2. C'est-à-dire qu'il y a un déphasage entre le point à la coordonnée L sur 4 et le point à la coordonnée 3L sur 4. L'interprétation physique du rôle du débit massique, c'est que l'inertie du fluide pousse la forme du tube dans le sens du mouvement. Donc, quand le tube s'éloigne de la position du repos, qui monte, on va dire, eh ben, la partie de droite montera plus vite. La partie à 3L sur 4 montera plus vite que la partie de gauche à L sur 4. Et pareil, au retour, quand le tube revient vers sa position neutre, ça sera le contraire. La partie de droite va être plus proche de la position neutre par rapport à la position gauche. Donc on a un déphasage entre... donc on a une avance de phase due à l'inertie du fluide qui au point 3 quarts d'onde, point 3L sur 4. Et si on fait le calcul, on s'aperçoit que la différence de phase, donc entre 3L sur entre la vibration du tube 3L sur 4 et L sur 2, L sur 4, s'exprime exactement en fonction de pi, donc la constante pi, le débit massique
et 4 fois la fréquence fondamentale fois la longueur fois la masse inéique. Et donc, comme si vous mesurez phi, en mesurant donc cette phase, tout simplement euh, en regardant peut-être par exemple un- un- un télémètre laser par exemple, si vous regardez donc la vibration, euh, la vibration du tube au point L sur 4 et 3 L sur 4, vous pouvez, vous pouvez inverser, vous mesurez phi, et vous pouvez inverser le débit massique à partir de cette formule. Voilà, donc ça c'est vraiment une très belle application de l'effet de Coriolis à un problème très concret. Et alors on obtient on obtient des débitmètres très 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 précis qui sont utilisés dans plusieurs industries, notamment dans l'industrie pharmaceutique. On peut mesurer comme ça les débits de fluide ou de gaz. Et, on- et dans certains cas, on peut aussi se poser la question de la mesure de la densité. Et en fait, la mesure de la densité est équivalente à la mesure de la fréquence, finalement, la fréquence libre de résonance de ce tube, euh, mais tube parcouru par le fluide à une certaine vitesse. Donc, la circulation à une certaine vitesse du flux fluide dans le tube va modifier finalement la fréquence de résonance du tube. Et en mesurant cette fréquence, on peut estimer la densité du fluide. Donc on peut à la fois mesurer le débit et mesurer la densité. Au besoin, on peut aussi faire appel à de la calibration. Voilà. Donc je crois que j'ai couvert à peu près ce que je voulais. Je sais qu'on peut aussi utiliser l'effet de Coriolis pour étudier des nanogyroscopes, et je sais aussi qu'on utilise les forces de Coriolis peut-être pour améliorer l'efficacité des lanceurs spatiaux. Je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura